Et si le scénario qui a vu gagner Trump aux États-Unis était aussi en train de s'écrire en France? Et si la France était en train de se trumpiser? La victoire de Trump peut être bon pour la France et pour l'Europe. Kamala Harris ou Donald Trump? Trump. Sans hésiter. Trump, il a incarné la révolte des peuples occidentaux et en particulier du peuple américain pour défendre son identité. Pour Cole Stengler, que je reçois aujourd'hui, la France est peut-être le pays européen qui a le plus à apprendre de la façon dont la vie politique a évolué aux États-Unis. Selon le journaliste franco-américain, il suffit de regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique pour comprendre la crise démocratique en France. Dans son livre « Le miroir américain », il démontre que les dynamiques à l'œuvre aux États-Unis qui ont permis la réélection de Donald Trump, désormais qualifié par de plus en plus d'historiens et politologues de fascistes, sont aussi à l'œuvre dans notre pays. Nous sommes dans les prodromes d'une guerre civile, ça se voit. C'est une guerre ethnique, c'est une guerre raciale. On ne peut pas parler d'immigration en France sans s'y refléter de fascisme. On peut citer le sentiment d'abandon des classes populaires par la gauche, le rôle joué par les médias aux mains de milliardaires. Fox News, tout comme CNews, sont les chaînes d'information en continu les plus regardées dans nos deux pays. Les guerres culturelles dans le débat public, la radicalisation des droites. Ça y est, ils ouvrent un peu les yeux tous. Ça fait des années qu'on rame. Elle a expliqué que notre pays subit une submersion migratoire. Get illegal aliens out of our country, make sure American tax dollars go to American people. That is how you solve the fiscal crisis. Les Français aujourd'hui se demandent s'ils vont terminer le mois financièrement, s'ils vont pouvoir sortir après 21 heures de chez eux, ou si leur identité va pas être complètement submergée par les nouveaux arrivants. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois sur Blast. Les États-Unis pourraient bien être notre dystopie politique avec quelques années d'avance. Alors certes, nous n'avons pas encore d'équivalent de Donald Trump en France, mais on peut entendre des discours très similaires à ceux qu'il tient de la part de l'extrême droite, mais aussi d'une partie de la droite. On sera là jusqu'au bout, on sera là jusqu'à la victoire. Les thématiques et les positionnements sont globalement les mêmes. Climato-sceptiques ou climato-rassuristes, obsession sur la question du genre, de l'identité, de l'immigration, des ennemis de l'intérieur. I think the bigger problem are the people from within. We have some very bad people, we have some sick people, radical left. Le wokisme est un totalitarisme en marche dont la dictature s'exerce donc tout particulièrement sur notre manière de parler et d'écrire. Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble. Cole Stengler écrit à propos de la France. La droite radicale est en train de remporter la bataille des idées. Pas une semaine ne passe sans que l'actualité tourne autour de ses thèmes de prédilection. L'immigration, l'identité, l'insécurité, l'islam, etc. Les électeurs conservateurs se radicalisent, certains commencent à prôner des idées qu'ils auraient jugées inacceptables auparavant, d'autres à employer des mots longtemps confinés aux marges. Tout cela a un air familier pour un Américain. Alors, en quoi la France a plus que jamais des leçons à tirer de ce qu'il se passe aux États-Unis? Comment la gauche peut-elle se réinventer? Et comment éviter de voir l'extrême droite arriver au pouvoir à moins de 2 ans des prochaines élections présidentielles? Réponse dans cet entretien Blast avec Cole Stengler. Cole Stengler, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes journaliste franco-américain spécialisé dans les questions de droit du travail, les relations économiques et la politique. Vous avez été chroniqueur économique sur France 24 et vous publiez régulièrement des articles dans The New York Times, The Guardian et The Nation sur la vie politique française. Et vous venez de sortir ce livre, Miroir américain, enquête sur la radicalisation de la droite et l'avenir de la gauche, aux éditions Les Arènes. Alors, vous êtes franco-américain, vous votez aux États-Unis et en France, vous êtes aussi journaliste. Donc finalement, vous êtes un peu en première ligne pour observer ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Donc d'habitude, j'ai plutôt l'habitude d'écrire en anglais sur la France pour des Américains, pour des Britanniques. Et j'avais l'impression, là, ça fait un petit moment que j'avais l'impression de voir des phénomènes politiques en France que j'avais déjà vus aux États-Unis. Donc je suis frappé de voir à quel point les dynamiques politiques commencent à se ressembler, et puis aussi à quel point les mécanismes similaires sont à l'œuvre. Donc c'est finalement ça qui m'a poussé un peu à faire ce livre. J'ai fait un premier papier en 2021 pour le New York Times, où c'est à ce moment-là où je commence à réfléchir un peu plus à cette idée selon laquelle la droite française est en train d'importer des styles de la droite américaine. Et donc finalement, le livre, c'est un peu un prolongement de ces idées-là. Donc
voilà, pour développer un peu plus ces dynamiques politiques qui se ressemblent, on a les classes populaires en dehors des grandes villes qui votent de plus en plus à l'extrême droite. Ça, on le voit dans nos deux pays. Aux États-Unis, on dit les classes populaires blanches, la white working class. En France, on n'a pas plutôt l'habitude d'utiliser ces termes-là, mais en tout cas, c'est de ça que je parle. Donc, les classes populaires en dehors des grandes villes qui basculent à l'extrême droite. On a aussi une droite traditionnelle qui se radicalise. Donc, à la fois les électeurs et les élus qui vont parler de plus en plus de certains thèmes, et notamment l'immigration. On est face à une submersion migratoire. Submersion. Cette arrivée. Oui, submersion. Utilisons les mots. C'est pas la peine d'être dans une forme de politiquement correct qui anesthésie les vérités. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. Des électeurs de droite classique qui vont suivre aussi. Donc des petits patrons, des commerçants, des professions libérales, des gens qui disent bon, peut-être qu'il y a des choses qui me gênent un peu dans le discours de Marine Le Pen ou de Donald Trump, mais de toute façon, jamais je voterai à gauche. C'est l'extrême droite qui est le mieux placé, donc je vais voter pour l'extrême droite. Et puis, juste rapidement, deux autres points que j'évoque dans le livre, un peu les grands axes, c'est aussi le rôle des médias dans cette radicalisation des droites. Oui, effectivement, on ne peut plus accueillir les gens parce qu'on les accueille dans des mauvaises situations, que ça crée des problèmes culturels, que les sociétés multiculturelles, on doit pouvoir réfléchir si elles peuvent vivre ensemble ou pas. On ne peut pas parler d'immigration en France sans s'y traiter de fasciste. We can't take the risk of letting these Biden illegals roam around freely so that the next American daughter can get raped, the next American kid can get murdered, the next American family can get splintered and torn apart by people that came into this country unchecked, uncontrolled, unvetted, uninvited by the American people. Quand il se passe quelque chose comme cet horrible assassinat ou meurtre, on ne sait pas encore, de Philippines, les gens sont parfaitement capables de voir tout seuls que, un, il n'aurait pas dû être dehors, et que, deux, il n'aurait pas dû être en France. Et puis, face à tout ça, la gauche stagne. La gauche toujours présente, il faut pas l'oublier. La gauche conserve une partie des classes populaires, notamment dans des grandes villes, dans les agglomérations urbaines, mais globalement, elle stagne au-delà de ces bastions. D'ailleurs, vous écrivez, on ne compare pas juste pour le plaisir de comparer, on le fait parce que c'est un moyen de clarifier la situation. Vous le dites en introduction, la France est probablement le pays européen qui ressemble le plus aux États-Unis. Même si elles n'ont pas réussi à réaliser pleinement leurs promesses, nos deux républiques sont des modèles d'universalisme qui ont inspiré d'innombrables luttes pour l'égalité et la justice partout dans le monde. Et ici, comme là-bas, la grandeur de nos mythes fondateurs nous empêche parfois de voir les moments sombres de nos histoires respectives. Vous êtes donc parti en reportage à la rencontre d'électeurs qui incarnent la montée en puissance de la droite radicale, d'hommes et de femmes politiques de droite comme de gauche, de journalistes, de syndicalistes, de personnes aussi qui organisent une nouvelle forme de résistance en France comme aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en sillonnant les États-Unis et aussi un peu la France durant cette année 2024 ? Et est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout ? Ouais, non, c'est une très bonne question. La première chose qui me frappe, c'est aussi un point c'est pour ça qu'à mon avis la comparaison elle tienne parmi d'autres raisons, c'est qu'en fait on a des systèmes présidentiels. Ça c'est super important à comprendre, c'est que aux États-Unis, Donald Trump n'a pas vraiment une base majoritaire. Il a une base considérable, il a gagné les élections évidemment, mais c'est pas quelqu'un qui a un niveau de soutien très très élevé. Et pareil en France, le RN a une base considérable, importante, qui monte en puissance, mais ils sont pas majoritaires non plus. Mais nos deux pays, parmi d'autres points en commun, là vous venez de citer un peu l'héritage des Lumières, ces modèles universalistes qui sont assez rares finalement dans le monde. Donc il y a ça, on a aussi des pays d'immigration, mais on a aussi ce point en commun super important, c'est qu'on a des systèmes présidentiels, et dans des systèmes présidentiels, il faut juste avoir plus de votes que l'autre candidat et puis arriver au pouvoir. Donc ça c'est aussi lié à notre mode de scrutin, mais c'est un autre débat. Oui, oui, la France aussi est un système parlementaire évidemment, mais je veux dire au second tour des élections présidentielles, à un moment donné, les électeurs sont obligés de choisir entre deux candidats ou d'éliminer d'ailleurs. Oui, et puis on peut se retrouver avec des candidats des présidents relativement impopulaires. C'est le cas de Donald Trump, c'est le cas, je dirais même aujourd'hui, d'Emmanuel Macron, et ce serait le cas si jamais un candidat RN emportait les élections. Donc, mais pour revenir à votre question, en discutant avec les électeurs de Donald Trump, en tout cas en allant dans des zones, des territoires où Donald Trump fait des très bons scores, ce qui m'a frappé, c'est aussi
Donc évidemment le soutien pour Trump, mais aussi le sentiment d'aliénation finalement, sentiment de ne plus croire dans la politique. Et je sais que ça peut paraître un cliché de le dire, mais on le sent aussi, on le voit aussi dans les chiffres que les gens votent pour Trump et ils votent beaucoup moins aussi. Oui, c'est ce que vous dites, c'est que l'abstention est très importante aux États-Unis et on a tendance à un peu l'oublier dans les analyses politiques. Oui, tout à fait. On a un taux d'abstention qui est beaucoup plus élevé que la France. Et on le voit sur le terrain. Quand j'étais en Virginie occidentale, qui est un État qui votait démocrate jusqu'au début des années 2000, l'élection de 2000, c'était le tournant. C'est un État où il y a beaucoup de gens qui votent pour Trump, mais des gens que j'ai rencontrés sur le terrain, il y a des gens qui me disaient je ne crois plus dans la politique, de toute façon, que des menteurs. Il y a une électrice de Trump que j'interviewe qui me dit, je vais pas utiliser exactement les mots qu'elle emploie, mais elle dit en gros, je vais voter pour le criminel. Parce que, voilà... j'ai voté pour le criminel. Donc il y a cette idée que en fait c'est une vote d'adhésion, mais il y a aussi un sentiment de ne plus croire dans la politique et Trump et les républicains surfent aussi sur cette dynamique-là. Et ça c'est un sentiment qu'on retrouve aussi en France, même si je sais que ça fait peut-être un peu cliché de le dire, mais c'est vrai aussi quand vous allez dans ce discours du tous pourri quoi. De tous pourris, et puis en plus dans des zones qui votaient historiquement à gauche, parce que c'est ça aussi je suis allé pas n'importe où, aux États-Unis aussi, j'ai choisi des endroits qui, un peu la Rust Belt, comme on appelle, donc ces zones désindustrialisées qui votaient historiquement à gauche, qui maintenant votent a complètement basculé en faveur de Trump. Oui, et justement, au tout début de votre livre, vous êtes dans l'Amérique des petites villes, des zones qui, d'ailleurs, comme en France, étaient avant plutôt prospères et riches et qui sont aujourd'hui en pleine déliquescence. Vous interrogez plusieurs personnes qui sont victimes de ce déclin, qui n'ont plus beaucoup d'espoir et qui, pour beaucoup, ont fait le choix de Trump ou du Rassemblement national en France. Comment est-ce que, justement, vous analysez ce virage à droite d'une partie des classes populaires et ce lien sur lequel vous insistez, d'ailleurs, entre le contexte économique et social des territoires et le vote pour l'extrême droite? Oui, on a parfois tendance, malheureusement, dans le débat public, d'opposer les raisons sociétales aux raisons sociales qui expliqueraient la vote à l'extrême droite. Moi, je rejette complètement cette obligation de choisir entre les deux. Les deux fonctionnent ensemble. Ce qu'il faut savoir dans les territoires qui souffrent de la désindustrialisation, la souffrance en fait que connaissent les gens n'est pas forcément la même que connaissent les gens qui peuvent souffrir de la détresse sociale, mais dans les grandes villes. En fait, c'est différent. Ils savent très bien que leurs parents avaient une meilleure vie, que ça allait mieux avant. Donc il y a ce sentiment qui est très spécial, en fait, qui n'est pas forcément la même qu'on retrouve en banlieue ou qu'on retrouve même dans les quartiers populaires dans les grandes villes. Il y a ce sentiment d'être abandonné aussi par l'État, par les dirigeants politiques. Et puis, il y a peu de perspectives économiques, finalement. Aux États-Unis, on peut facilement trouver du travail. Donc, le taux de chômage est moins élevé qu'en France. Par contre, le travail qui est possible est beaucoup plus précaire. Essentiellement, oui, de jobs extrêmement précaires, fast-food, où on peut être licencié le jour au lendemain, aucune protection sociale. Donc, c'est pas forcément des carrières dans lesquelles on peut se projeter. Donc, il y a peu de perspectives. Et finalement, dans des circonstances comme ça, donc il y a cette nostalgie un peu dans l'air, sentiment d'amertume, de colère. Il y a une analyse politique très claire qui est proposée par Donald Trump, par les Républicains, par le RN en France. Eux, c'est très très simple. C'est la source du malheur. Je simplifie un peu, mais globalement, la source du malheur, c'est l'immigré, c'est l'immigration. C'est pour ça que vous êtes en train de souffrir. Et c'est ce qu'on appelle aux États-Unis, il y a une longue tradition finalement de cette façon de faire la politique. C'est ce qu'on appelle le nativisme. C'est l'idée selon laquelle l'immigration est la source de tous les maux possibles. Et ce n'est qu'en réduisant l'immigration ou en expulsant des sans-papiers qu'on va restaurer la santé de la nation. Starting on day one, I deployed the U.S. military to defend our country from the invasion of our border. I banned all welfare to illegals and I signed an order that will end automatic citizenship for the children of illegal aliens. Donc en fait, c'est ça le discours de Donald Trump. On l'a un peu oublié maintenant parce qu'il fait tellement d'autres choses, mais pendant la campagne 2024, il parlait essentiellement de l'immigration. Il parlait énormément de l'immigration. Et ce discours-là, malheureusement, attire beaucoup de gens, même si le grand paradoxe, là, j'étais à Weirton, une petite ville, ancien bassin sidérurgique de la Virginie occidentale, il y a très peu d'immigrés, en fait, qui sont sur place, parce que les immigrés, ils vont dans des zones où il y a plus d'activité économique, et malgré ça, il y a cette idée selon laquelle c'est l'immigration qui
serait responsable. Et puis, bon, il y a plein d'autres raisons aussi sur le déclin du syndicalisme, d'autres facteurs, mais s'il fallait résumer, je dirais ça. Et c'est le discours aussi sur lequel s'appuie Marine Le Pen. Comprenez bien qu'avec cette immigration massive, en réalité, il déstabilise le marché du travail. Ça fait 50 ans qu'on nous explique que les Français ne veulent plus rien faire, qu'ils sont feignants, qu'ils veulent pas venir travailler dans un certain nombre de secteurs, etc. Ça fait 50 ans que l'on fait venir des millions d'immigrés pour exercer ces emplois. Et ça fait 50 ans qu'on observe une aggravation des difficultés à pourvoir ces mêmes emplois. Cherchez l'erreur. Donc il y a des vraies problématiques sociales, il y a cette souffrance sociale, ce sentiment de nostalgie, de rancœur, de colère vis-à-vis de l'État. Il y a aussi des discours qui s'appuient sur des sentiments de discrimination qui existent déjà dans la société. Et ces discours nativistes qui disent aux gens très clairement, le problème c'est l'immigré, ce sont les immigrés qui sont responsables. Oui, et l'immigration devient une sorte d'explication au déclassement social, etc. Enfin, une fausse explication, évidemment. Et vous montrez d'ailleurs aussi que, justement, les personnes qui votaient historiquement à gauche, en France comme aux États-Unis, comme par exemple ce que vous appelez les électeurs sans diplôme, en fait, ont basculé du côté de l'extrême droite. Donc, par exemple, 56% des voix des électeurs américains sans diplôme sont allés à Donald Trump en 2024. En 2022, 50% des voix des électeurs qui n'ont pas le bac sont allés vers Marine Le Pen. C'était 49% au moment des législatives. Alors que, par exemple, en 2012, François Hollande avait recueilli 59% des voix des électeurs sans diplôme et en 2008, Obama en avait recueilli 53%. Et vous dites d'une certaine manière que après ce passage aussi dans la Rust Belt, que une des choses les plus pertinentes aujourd'hui, c'est aussi de se demander pourquoi la gauche a perdu ses électeurs plutôt que pourquoi ils ont basculé vers l'extrême droite, en fait. Ouais. Et donc, est-ce que vous pourriez revenir là-dessus sur plus largement la part de responsabilité des démocrates aux États-Unis? Et peut-être on reviendra après sur ce que ça nous enseigne pour la France. Bien sûr, non, il faut prendre en compte aussi l'échec en fait des démocrates au pouvoir. On pourrait parler de la présidence Clinton, par exemple, de Bill Clinton, élu en 1992. Ce qui est étonnant, c'est que quand je suis allé à Weirton, en Virginie-Occidentale, on m'a parlé toujours, les gens me citaient le nom de Bill Clinton, il était censé sauver la sidérurgie, il l'a pas fait. Donc on se rappelle de ses paroles et puis finalement il a rien fait. Donc Bill Clinton, président démocrate élu en 92, qui a notamment signé un accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique, l'ALENA, qui a contribué finalement à la désindustrialisation. Donc les entreprises d'automobiles qui ont délocalisé en Mexique. Il y a aussi un autre phénomène qui arrive en même temps, c'est le déplacement de l'industrie aux États-Unis, à l'intérieur des États-Unis, donc de la Rust Belt, donc des anciens bassins d'industrie vers les États du Sud. Oui, la Sunbelt. La Sunbelt, comme on dit. Donc, la Floride, le Texas, où il y a moins de syndicalisme, où le coût du travail est moins élevé. Donc, il y a aussi ce phénomène-là. Et tout ça, ça arrive à l'époque de Bill Clinton. Clinton aussi, c'est pas quelqu'un qui a un programme social très ambitieux. Il fait des coupes budgétaires pour réduire les allocations. Il y a une petite hausse du SMIC, mais finalement des miettes. Et puis on a aussi cette question de la santé qui n'est pas réglée, le coût exorbitant de la santé qui n'est pas réglé sous Clinton. Donc on se rappelle de ces promesses non tenues de Bill Clinton. Puis il faut aussi évidemment parler de la présidence de Barack Obama, qui finalement n'a rien de transformatrice. C'est pas un président transformateur. La grande réforme de Barack Obama, c'est l'Obamacare. Le coût des soins aux États-Unis a baissé depuis cette réforme, mais il reste complètement exorbitant. Les gens dépensent des centaines de dollars par mois rien que sur l'assurance. Ça, c'est même avant la prise en charge. Vous précisez qu'il y a 1 Américain sur 5 qui a une dette médicale et qu'elle est responsable de la faillite personnelle de 500 000 Américains tous les ans. Oui, c'est quelque chose qui est dur à imaginer. Là, pour le coup, je fais beaucoup de comparaisons, mais c'est quelque chose qui est presque inimaginable en France, d'avoir ces problèmes de dette médicale, par exemple. Mais c'est partout. Quand vous discutez avec des électeurs aux États-Unis, et en particulier les gens avec des revenus les plus modestes, ils te parlent tout de suite, en fait, le coût des soins, parce que c'est un problème matériel super important. Donc, finalement, Barack Obama ne règle pas vraiment ce problème. Il a une réforme
Et c'est tout finalement. C'est vraiment la grande réforme de sa présidence. Donc les démocrates au pouvoir, finalement, le bilan est pas très impressionnant. En fait, très rapidement, parce qu'il faut parler de Joe Biden. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais ce qui est intéressant avec Biden, c'est que, et peut-être certains ne seraient pas d'accord, mais Joe Biden a compris, d'un côté, il a compris, enfin en tout cas au début de sa présidence, que il fallait changer de ligne. Il voulait avoir un président à la Roosevelt, c'est ce qu'il a dit. En tout cas, les articles de presse à l'époque le confirment. Il voulait être un nouveau Roosevelt, donc président qui a créé le New Deal dans les années 30. Et finalement, je dirais rapidement un peu une des grandes tragédies de la présidence Biden, c'est que les réformes les plus appréciées, donc je pense notamment à un crédit d'impôt qui a permis de diviser par 2 le taux de pauvreté enfantin. Cette réforme était temporaire, donc ça a duré 2 ans et finalement la réforme ne s'est pas inscrite dans la durée. Donc dans le plan de relance de Joe Biden, il y avait plein de choses très positives, mais finalement ces changements étaient temporaires. Et puis il faut évidemment parler très rapidement de la Inflation Reduction Act, l'IRA, le grand plan de réindustrialisation. La tragédie 783 milliards de dollars. Donc un plan absolument très 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 important. Considéré comme très ambitieux aussi sur les questions écologiques. Oui, et en partie c'est vrai, sauf que beaucoup de ces mesures, on attend toujours de voir les mesures prendre forme. Moi, je l'ai vu sur le terrain à Weirton encore, dans cette ville où on voit sur le terrain, donc il y a l'ancien aciérie qui a fermé ses portes, qui est plus là. Et puis on voit, il y a une usine de batteries électriques qui est financée en partie par les aides de ce plan de relance, par ce plan de Joe Biden. Mais l'usine ne tourne pas à plein régime. Il y a toujours, ce sont toujours des promesses finalement. Donc on a des centaines de postes qui sont promises, mais qui sont pas là. Et puis autre point très important, ces postes ne sont pas forcément syndiqués. Donc ça veut dire aux États-Unis qu'il n'y a pas d'organisation syndicale sur le lieu de travail. Aux États-Unis, ça change tout. Donc j'ai fait un récapitulatif très 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 bref, mais finalement beaucoup de promesses, beaucoup de paroles et les conditions de vie des Américains continuent à stagner. Oui, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti d'ailleurs juste avant la présidentielle aux États-Unis, de témoignages, de micro-trottoirs, de personnes qui disaient en fait, nous on ne voit pas de changement concret dans notre vie et on n'arrive pas avec des salaires qui normalement devraient nous permettre de vivre normalement à cause de l'inflation, à cause de la conjoncture économique, on n'arrive pas à avoir des vies dignes et donc qui étaient dégoûtés de Joe Biden en le tenant responsable aussi de ça. He is going to resolve our problem with inflation, that our families cannot live freely because they are suffering from such high costs and low wages on average to the high costs. Je sais que ça paraît banal, mais je pense qu'il faut le redire, c'est que la majorité des gens ne suivent pas la vie politique de façon quotidienne. Ils sont pas en train de regarder les débats au Congrès ou de regarder l'actualité le soir. Ce sont des gens qui regardent leur portefeuille sur Internet et c'est tout. Ça pourrait être décevant pour des gens qui s'intéressent beaucoup à la politique, mais la majorité des gens, surtout aux États-Unis aujourd'hui, ne suivent pas forcément la politique de tous les jours. Oui, donc le critère qui compte, c'est qu'est-ce qui change dans ma vie quotidienne et qu'est-ce qui ne change pas. Vous écrivez d'ailleurs, pour faire le lien avec la France, on peut voir les présidences de Barack Obama et François Hollande comme les derniers jours de gloire d'une certaine gauche de gouvernement. Qu'est-ce que vous faites justement comme lien entre la façon dont le Parti démocrate a perdu une grande partie de ses électeurs et maintenant a quand même une grande partie d'électeurs diplômés, riches, etc. et la façon dont la gauche française aussi a perdu une grande partie des classes populaires? Oui, je pense que François Hollande aussi a été élu avec beaucoup de promesses. On attendait peut-être une présidence de gauche, pour le dire tout simplement, et puis on l'a pas eu. Mais je pense que aussi, il faut pas oublier que, et ça c'est important, j'en parle dans le livre aux États-Unis et en France, qu'il y a aussi des choix stratégiques, des choix politiques de la part des démocrates aux US et des socialistes en France, des choix de stratégie électorale où, on le sait en France, peut-être avec ce fameux rapport de Terra Nova qui dit que, en gros, la classe ouvrière, je simplifie, on peut l'oublier. Il faut maintenant donner la priorité à d'autres groupes, d'autres électorats, donc les jeunes, les quartiers populaires, les femmes, les diplômés.
Donc il y a ce fameux rapport. C'est un rapport de 2012, de il me semble, c'est ça, de Terra Nova. Aux États-Unis, on a aussi dans les années 90, donc je vais vous parler tout à l'heure de la présidence de Bill Clinton. À un moment, Bill Clinton, il dit l'ancienne base ouvrière des démocrates, ces gens, ils votent pas forcément, ils sont de moins en moins nombreux. Il faut se concentrer plus sur, il utilise un terme qui est très genré, mais il dit les soccer moms. Donc en gros, ce sont des mères qui vont aller aux entraînements de foot avec leurs enfants, transporter leurs enfants avec dans donc des mères au foyer. Voilà. Qui est un terme très genré, mais globalement, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut viser les gens qui habitent en banlieue. Aux États-Unis, ça veut dire un peu plus dans les pavillons, les petites maisons, un peu tout ce qu'on peut imaginer avec les films. Les séries comme Desperate Housewives. Voilà, exactement. Donc ces gens-là, ils sont peut-être moins, pour simplifier, peut-être moins à gauche sur les questions sociales, sur des questions économiques, mais ils sont peut-être plus à gauche sur des questions, ils soutiennent le droit à l'avortement, ils sont contre le racisme globalement. Donc c'est des sortes de républicains modérés, quoi. Oui, c'est des républicains modérés. Ils seront pas forcément d'accord avec tous les programmes sociaux les plus ambitieux, mais il faut chercher leur soutien. C'est un choix vraiment politique, en fait, qui est fait par le Parti démocrate à ce moment-là, de donner la priorité aux soccer moms. Et on l'a revu en 2016, il y a une citation célèbre de Chuck Schumer, le sénateur démocrate de New York, qui dit « Chaque voix qu'on perd dans la Rust Belt, on va la récupérer dans la banlieue on va les récupérer dans les banlieues pour aller vite. » For every blue-collar Democrat we will lose in Western PA, we will pick up 2, 3 moderate Republicans in the suburbs of Philadelphia. And you can repeat that in Ohio and Illinois and Wisconsin. The voters who are most out there figuring out what to do are not the blue-collar Democrats. They are the college-educated Republicans who lean Republican or independent and in the suburbs. Donc, finalement, il dit, oui, dans le Michigan, en Pennsylvanie, dans l'Ohio, et finalement, Trump gagne les 3 États. Donc en fait, cette stratégie n'a pas fonctionné en 2016. Donc il y a aussi une part de responsabilité. Il y a les démocrates aussi qui ont choisi stratégiquement de ne plus donner la priorité aux classes populaires, ce qu'on appelle aux États-Unis the working class. J'utilise pas le mot classe ouvrière. Et à leurs électeurs historiques aussi, tout simplement. Oui, c'est l'électeur historique, la gauche, c'est les gens, c'est les classes populaires. Moi, j'aime beaucoup le terme working class aux États-Unis, enfin en anglais. C'est un terme qui est aussi le terme historique de Marx, qui englobe en gros tous ceux qui travaillent, qui gagnent un salaire. Et qui ne sont pas rentiers, mais qui sont obligés de travailler pour gagner un salaire pour y vivre, quoi. D'ailleurs, vous mettez un peu en lumière au fil de vos rencontres, notamment justement avec des politiques républicains, les types de discours qui permettent aux droites radicales de prospérer. Vous avez déjà évoqué les discours anti-immigration qui permettent la désignation de boucs émissaires, mais il y a aussi l'idée, par exemple, que si l'économie va mal, c'est parce qu'il y a trop de réglementations et d'impôts. Et ça, c'est quelque chose qu'on a entendu énormément aux États-Unis, qu'il fallait détruire l'État, en fait, en quelque sorte, à la tronçonneuse, comme le fait Javier Milei. Et c'est des discours, c'est une petite musique qu'on entend aussi de plus en plus en France, on a entendu des personnalités politiques comme Valérie Pécresse qui disaient que finalement on devrait faire la même chose que Elon Musk avec le Doge et les énormes coupes budgétaires qui ont eu lieu aux États-Unis. Comment vous analysez justement ce type de discours et qu'est-ce que vous en tirez comme leçon ? Ouais, je pense à un moment, je cite, c'est un député au niveau de l'État en Virginie-Occidentale, dans un des comtés les plus pauvres de l'État, l'espérance de vie est au niveau de l'Irak, il me semble, dans ce comté. Ouais, c'est 70 ans. Ouais, ce sont des gens qui sont très pauvres finalement, mais le représentant, donc les gens sont très pauvres, ils votent pas beaucoup. Quand ils votent pour le républicain, et c'est justement ces députés qui me parlent de l'ennemi absolu qui est le big government. Donc c'est l'État qui serait responsable pour les problèmes économiques. En fait, il y a une stratégie républicaine. On appelle ça. Désolé pour toutes les expressions anglophones, mais l'expression on dit starve the beast, donc affamer la bête. C'est l'idée selon laquelle en fait il faut juste priver le gouvernement, priver l'État de revenus pour ensuite faire encore plus de coupes budgétaires. En fait, c'est une espèce de cercle infernal qui
c'est une stratégie que finalement Ronald Reagan a appliquée. C'est un peu la stratégie classique des républicains. Et d'ailleurs, Elon Musk, c'est plus ou moins ce que fait Doge. C'est un peu le réganisme sous stéroïde, en fait, finalement, Doge. C'est ce que j'essaie de montrer aussi, finalement, dans le livre, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui avec Trump et Musk, même si ça peut être frappant, choquant, et c'est vrai qu'ils sont des figures tellement étranges, parfois surréalistes, mais ils représentent aussi, ils prolongent en fait cette radicalisation qui était déjà en cours. Bien sûr. Trump et Musk sont le produit en fait de cette radicalisation du Parti républicain. Ils sont pas si exceptionnels que ça. Oui, c'est ce que vous racontez avec Reagan ou avec George W. Bush, qui déjà au moment de la guerre en Irak avait aussi refusé de ratifier le protocole de Kyoto, comme Trump est sorti de l'accord de Paris. Enfin, qu'en fait, c'était quand même des dynamiques qui étaient déjà complètement à l'œuvre. Oui, et en fait, je pense que c'est peut-être ça aussi qui est intéressant pour la situation politique française, c'est de se dire, il n'y a jamais vraiment eu un choc très vite ou du jour au lendemain, il y a eu Trump qui est paru sur scène et il est sorti de nulle part. Non, en fait, c'est un processus qui prend du temps. Il y a des signes qu'on peut observer, des mots qui sont employés dans le débat public, des stratégies électorales. Et en fait, c'est un processus qui prend du temps, mais qui donne des résultats complètement ahurissants. Et je pense en France, on commence à voir, bon, évidemment, les dynamiques sont pas identiques, mais je crains qu'on est un peu sur ce même un piste qui ressemble à ce que les Américains connaissent. Ouais. Et ce qui est assez frappant aussi, c'est finalement l'indulgence aussi que peuvent avoir les électeurs de Trump vis-à-vis de lui, quand vous les interrogez, face aux échecs, face aux innombrables procès, aux promesses qui n'ont pas été respectées. Et en fait, c'est une indulgence qui tranche quand même beaucoup avec le discours qu'ils peuvent avoir envers les démocrates. Et on peut voir un peu la même dynamique en France, où on a les électeurs du Rassemblement national qui ne reprochent pas à ce parti ces votes qui vont pourtant à l'encontre de leurs intérêts. Je rappelle ici que le Rassemblement national a voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre l'instauration des salaires de salaire minimum en Europe. Comment est-ce que vous expliquez cette indulgence-là qu'on voit de plus en plus et qui paraît presque irrationnelle en fait ? Ouais, non, mais c'est une très bonne question. Je pense que dans les deux cas, on a une base très fidèle. On le voit peut-être surtout aux États-Unis. Il y a une base qui sera toujours fidèle à Donald Trump. Ce sont je parle beaucoup du rôle des évangéliques aux États-Unis, qui je vais répondre à la question, mais c'est vraiment une catégorie très particulière aux États-Unis, qui pour des raisons, je dirais, religieuses, bibliques, soutiennent Donald Trump. Parce qu'ils considèrent que Donald Trump finalement fait le travail de Dieu en quelque sorte. Je peux vous donner quelques exemples, mais donc on a cette base religieuse qui finalement va soutenir Trump jusqu'à la fin. Il n'y a pas de question. Ouais, vous dites que c'est 2 électeurs évangéliques sur 3 qui soutiennent Trump. Ouais. Et on a d'autres électeurs qui ne suivent pas beaucoup la politique, qui peut-être convaincus, mais on a une base très très fidèle. Je parle, peut-être c'est le moment de parler du rôle des médias aussi, parce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent pourquoi les gens restent fidèles à une certaine version de la réalité. C'est aussi parce que ils passent des journées entières à consommer les médias qui leur racontent un certain message. Donc, je ne sais pas si c'est une très bonne question et je ne sais pas si j'ai une réponse finalement très satisfaisante. C'est une question que moi je me pose. Évidemment, quand je suis en Virginie occidentale, pendant tout ce voyage, je suis en train de me demander, mais la question évidemment que je me pose, c'est mais pourquoi, même si je le formulerai jamais comme ça avec les gens que j'interviewe, mais pourquoi en fait vous votez contre vos propres intérêts. Enfin, je pense que je l'ai jamais formulé comme ça, mais c'est finalement ce que moi je pense. Et on n'a pas vraiment de réponse satisfaisante à ces questions. Il y a des gens qui suivent moins la politique, mais je pense qu'il faut... Donc, aux États-Unis, on a le rôle des évangéliques, donc des gens qui sont fidèles à Trump pour des raisons spirituelles, si on peut le dire comme ça. Et je pense qu'il faut aussi regarder le rôle des médias. À un moment, je discute avec... Pardon, juste sur les électeurs évangéliques, justement, à un moment, vous vous questionnez en vous demandant mais comment est-ce qu'ils peuvent soutenir Trump alors qu'il a acheté le silence d'une actrice porno, qu'il a divorcé, etc. Et l'une des réponses que vous apportez, c'est parce qu'il leur a offert une forme de victoire politique avec l'annulation du droit à l'avortement. Donc, en tout cas, sur les oui, non, il y a des victoires politiques, mais je dirais même, on quitte un peu le sujet, on va un peu sur un autre terrain, mais je dirais c'est presque religieux. Enfin, j'ai vraiment appris
appris quelque chose en discutant avec cette électrice évangélique qui me questionne tout de suite sur mes croyances religieuses. Et en fait, ce qu'elle me dit, c'est que finalement, Trump, c'est un pécheur comme tout le monde. En fait, donc Trump, au moins, Trump, il reconnaît ses péchés, enfin, du point de vue des évangéliques. Il essaie de faire mieux. Alors que nous, les gens de gauche, les intellectuels de gauche, les syndicalistes, les personnes trans, les wokistes, etc., machin, eux, ils se questionnent jamais. Donc, en fait, Trump, finalement, est mieux parce qu'au moins, il reconnaît qu'il est dans le péché. Donc ça, c'est un peu la vision des évangéliques. Simplement, avant de parler des médias, je trouve que c'est important de revenir sur ce que vous appelez aussi les guerres culturelles. Ouais. Et vous constatez aussi ça en vous rendant à Perpignan, où il y a eu une énorme polémique autour de la crèche de Noël. Vous rencontrez 2 électrices du Rassemblement national, certaines personnes qui ont été anciennement gilets jaunes et qui maintenant votent pour le Rassemblement national, qui ne sont pas forcément d'ailleurs catholiques ou croyantes, etc., mais qui, au nom d'une certaine idée de la France et de défendre les intérêts du français, soutiennent Louis Alliot dans cette idée de préserver la France. Et donc, finalement, ça se matérialise avec cette histoire de la crèche de Noël, mais c'est beaucoup plus large que ça, quoi. Oui, en fait, c'est très américain comme stratégie. Les maires RN, et pas que RN, qui installent des crèches de Noël et qui vont provoquer des débats politiques et finalement des batailles juridiques autour de cette question. Il faut le préciser qu'en France, il y a une décision du Conseil d'État qui, en général, interdit l'installation de crèches de Noël dans les bâtiments publics, sauf si les crèches présentent un caractère artistique, culturel ou festif. Donc, tous les débats jouent sur l'interprétation de cette décision du Conseil d'État. Donc, chaque année, il y a des débats autour des crèches de Noël et Louis Alliot provoque des débats. Pourquoi ? Pas parce que les résidents de Perpignan sont particulièrement religieux. Enfin, la France est un pays encore plus déchristianisé que les États-Unis, mais je pense que c'est parce qu'il comprend très bien que ça a un sens politique. Ça permet de faire déjà de signaler qu'il se bat pour une certaine France qui, selon lui, est en train de s'évaporer. Donc il se bat pour certaines traditions, pour l'identité française classique. Et puis, ça, c'est un point très important, c'est que quand les gens vont critiquer l'installation des crèches, et ça, on a vu des polémiques de ce type. On le voit aux États-Unis tous les ans, la crèche de Noël, et d'autres sujets de ce type. En fait, quand les opposants vont critiquer l'installation de la crèche, tout de suite, vous passez à l'offensive et vous dites que ce sont des gens qui détestent les traditions, qui détestent la culture, qui détestent l'histoire du pays, c'est le mot employé par Louis Alliot, il dit que ce sont des anti-français. Ça, c'est le mot fétiche de l'extrême droite. Donc vous allez mettre la crèche devant au lieu de la mettre dedans. Exactement, et elle sera encore plus visible, et là, ça fera plaisir, je pense, à tout le monde, y compris à ceux qui passent leur temps à taper contre la chrétienté et les traditions françaises, mais qui ont peu de mots pour condamner le Hamas et un certain nombre d'organisations terroristes ou islamiques. C'est les mêmes pour vous ? Oui, c'est les mêmes. La Ligue des droits de l'homme, la pensée, la libre pensée, tous ces gens-là, de gauche, font un tri sélectif dans le combat qu'ils mènent. Et ce qui m'a frappé dans cette rencontre avec des électrices des anciennes Gilets jaunes que je connais depuis un moment à Perpignan, moi, j'arrive à Perpignan dans ce café pour discuter la politique. Je voulais savoir pourquoi elle votait RN aujourd'hui. Et tout de suite, elle commence à me parler de cette histoire de crèche. Donc, ça paraît peut-être banal, mais en fait, cette bataille de la crèche est très symbolique. En fait, finalement, on n'est pas vraiment en train de débattre de la crèche, en fait. La crèche, c'est un prétexte pour parler d'autre chose. Et on ne voit que ça dans le débat public français depuis des années. Ouais. Ce qui est très américain aussi, c'est guerres culturelles qui permettent à la droite de passer à l'offensive et de tout de suite, à chaque bataille, de critiquer la gauche comme étant des élites déconnectées des traditions, qui méconnaissent l'histoire de leur propre pays, qui méprisent les traditions, etc. On le voit aux États-Unis, on parle de The War on Christmas, la guerre contre Noël. Il y a un livre qui est sorti début des années 2000 sur ce thème. Et bon, en France, ça arrive un peu plus tardivement, je dirais, mais aujourd'hui, le RN parle beaucoup autour de Noël, autour des fêtes. Allez hop. Elle est magnifique. Elle est magnifique.
des racines chrétiennes de des la racines France. chrétiennes et finalement de ces crèches Noël qui permettent au RN de parler finalement d'autres sujets. Les crèches font partie de notre patrimoine historique et culturel. La crèche de Noël est une tradition populaire séculaire qui est aujourd'hui menacée dans notre pays. Noël est une fête chrétienne. Noël célèbre la naissance du Christ. Et d'ailleurs, vous précisez dans ce passage qu'à un moment, l'ex-conseiller de Louis Alliot à Perpignan vous dit « Aujourd'hui, vous mettez une chèvre inscrite au RN aux élections, elle est élue ». Ouais, je pense que c'était sa façon de dire qu'il considérait que le RN était en position position favorable. Donc c'est une citation un peu colorée, mais c'est ce qu'il m'a dit. Pas très respectueux des électeurs, mais bon. On est d'accord aussi. On est d'accord. Alors justement, donc assez logiquement, vous consacrez un chapitre entier au rôle des médias dans cette ascension de l'extrême droite. Et si on a beaucoup parlé durant, d'ailleurs, au moment de la réélection de Donald Trump, du rôle des sites en ligne, des podcasts, des réseaux sociaux, vous rappelez quand même que la télévision continue d'occuper une place centrale dans nos deux pays, dans la façon dont les citoyens s'informent. Et c'est là où Fox News et CNews entrent en jeu. Et vous le dites, les parallèles entre ces deux chaînes sont frappants. Ah oui, pour moi, en fait, c'est la chose qui me fait plus penser aux États-Unis. C'est d'ailleurs ce premier papier que j'ai écrit pour le New York Times en 2021. C'est parce que je passais du temps à regarder CNews et je voyais ce que les gens racontaient sur CNews. Donc, il y a les mêmes styles, finalement. Le même style que Fox News. Donc, dans le livre, je dis qu'ils utilisent un style populiste. C'est un mot, je sais qu'on utilise ce mot beaucoup trop, mais quand je dis populiste, je veux dire tout simplement, c'est un populiste, ça désigne un style dans lequel on va opposer le peuple aux élites. On peut être populiste de droite, populiste de gauche. Les médias, Fox News comme CNews, ont un style populiste dans lequel ils se positionnent tous les deux comme la voix des gens ordinaires, des Français ordinaires, des Américains ordinaires. Et eux, ces chaînes vont parler au nom de ces personnes-là. Ils vont s'opposer aux médias plus prestigieux qui vont assimiler aux élites intellectuelles et culturelles de nos deux pays. On le voit régulièrement sur Fox News comme sur CNews. Ils vont critiquer tout le temps les autres médias. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez inhabituel pour un média de ce type, de régulièrement critiquer le New York Times, CNN, par exemple, sur Fox News. CNews, ils ont une vraie obsession pour l'audiovisuel public, pour France Inter, notamment, parce que c'est vos impôts qui payent pour ça. Je pense qu'on a vu la une du JDD récemment avec cette même idée sur l'audiovisuel public. Donc, ils vont critiquer les médias mainstream, assimilés aux élites culturelles, et eux, ils se positionnent du côté des gens ordinaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils font très bien. Et puis, ils font aussi ce que j'appelle, ce que des spécialistes, des historiens de la presse appellent le agenda setting. Donc, c'est quoi? C'est l'idée selon laquelle les médias vont signaler aux gens quels sont les sujets qui comptent le plus. Ça, on le voit évidemment avec Fox News et CNews. Les deux, ils vont principalement parler des sujets de prédilection de la droite. Donc, c'est quoi? C'est l'immigration, la sécurité, l'identité, des sujets de ce type, le wokisme. On va essentiellement traiter des sujets de ce type. Le reste, moins important. Donc, ils vont signaler aux téléspectateurs, voici les sujets les plus importants. Et puis, ils ont une fonction très importante aussi, qu'il ne faut pas oublier. Ils font du agenda setting aussi pour les élus. Ça, parfois, on l'oublie. Mais Fox News signale aux élus républicains voici les sujets qui comptent. Et ça exerce, en fait, de la pression sur les élus républicains. Et je pense, on a des études qui montrent à quel point Fox News joue un rôle de radicalisation du Parti républicain. On a des études documentées aux États-Unis qui montrent ça. On n'a pas les mêmes études à ce stade en France sur le rôle de CNews. Après, CNews n'existe que depuis 2017, alors que Fox News existe depuis 1996, donc c'est vrai qu'il y a un peu moins de recul. Mais... Exactement. Mais je pense que, en tout cas de mon point de vue, je pense qu'on voit une dynamique similaire avec CNews. Quand on voit l'influence que la chaîne exerce sur les élus, et d'ailleurs non seulement sur les élus du RN, mais sur les élus des Républicains et même les élus de l'ancienne majorité présidentielle des députés macronistes. Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs, c'est que alors que la gauche américaine ne va pas sur Fox News et sait exactement ce que c'est, il y a une ambiguïté quand même en France de la part de politiciens de centre, de gauche, du parti présidentiel vis-à-vis des CNews. Et vous le dites, je vous cite, ils continuent à alimenter le
monstre. Et d'ailleurs, vous interviewez un député des Français aux États-Unis sous la bannière Renaissance de 2022 à 2024, Christopher Weisberg, qui dit « Notre parti est à la botte de CNews ». Ouais, c'est un peu, c'est un peu terrifiant en fait d'entendre ça quand il m'a dit ça. Mais il m'expliquait, donc ancien député, il m'expliquait que dans son propre parti, qui avait eu des débats, lui, à un moment, il a été critiqué sur CNews. Pascal Praud lui a envoyé des messages privés le critiquant. Donc, il me raconte comment il veut avoir un débat au moins sur une stratégie, finalement. Quelle devrait être notre stratégie? Et finalement, les autres membres de son parti ne sont pas d'accord avec lui. Il y a des gens qui vont sur CNews parce que, tout simplement, ils sont d'accord avec la ligne éditoriale. C'est le cas il faut le dire, d'une partie des députés macronistes qui sont quand même très conservateurs. Donc, ils parlent à leurs propres électeurs. C'est ce que me dit Christopher Weisberg. Et puis il y a d'autres députés qui se disent je suis pas d'accord avec tout, mais quand même c'est la chaîne d'information la plus regardée des Français. Donc, oui, parce qu'on a oublié de mentionner que Fox News et CNews sont les chaînes d'information en continu les plus regardées en France et aux États-Unis. Absolument. Donc il y a cette idée de vouloir parler aux Français. Et donc pour les politiciens, c'est très tentant en fait d'aller sur cette chaîne pour juste parler et d'être visible. Mais évidemment, c'est ce que me raconte le député parce qu'il connaît bien Fox News, parce qu'il a été aux États-Unis. Donc il sait qu'en fait la bataille est perdue d'avance. En fait, CNews va accueillir des députés macronistes ou de gauche, mais finalement, en fin de compte, ils veulent les battre. Je veux dire, c'est tout aussi simple que ça. Et on le voit en période électorale avec Fox News et CNews. Fox News a joué un rôle absolument abominable aux élections de 2020. Oui, mais d'ailleurs, il y a plusieurs études qui ont montré que sans Fox News, potentiellement, Donald Trump n'aurait pas été élu ni en 2016 ni en 2024. Oui, il y a des études qui montrent que Fox News augmente le vote républicain. Et puis, on l'a vu aux dernières élections législatives en France, le rôle de la machine Bolloré de façon générale, parce qu'il y avait aussi CNews, Europe 1, etc. Mais ce qui est assez inquiétant d'ailleurs, c'est que justement, Christopher Weisberg vous dit, justement pour connaître bien Fox News, qu'il trouve que c'est pire en France parce que beaucoup de Français sont orientés sans le savoir et regardent CNews sans forcément savoir exactement ce à quoi ils ont affaire. Oui. Et beaucoup des personnes que vous interviewez, d'ailleurs, vous disent moi, je me suis détourné des médias traditionnels, mais en revanche, je regarde CNews parce que eux, ils me disent la vérité, quoi. Oui, je pense que en fait, ça enferme des gens dans des bulles. En fait, il faut pas voir CNews comme un média comme les autres. Je sais, c'est très simple de le dire, mais il est intéressant de noter de voir à quel point des députés de gauche, des élus de gauche, politiciens de gauche vont continuer à aller sur ces chaînes. Et puis, il faut préciser aussi que même il y a une petite minorité des macronistes qui n'étaient pas d'accord avec cette volonté d'aller sur les chaînes, sur les médias de Bolloré. Éric Dupond-Moretti était notamment très critique de CNews, mais il était vraiment minoritaire. Emmanuel Macron est quelqu'un qui regarde CNews. Qui a des liens avec Vincent qui a des Bolloré. liens, et puis, évidemment, cette histoire de législative où c'est Pascal Praud qui apprend la dissolution avant les membres de son propre cabinet. Ça, c'est aussi quelque chose dans l'approche d'Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui adore les médias, qui n'a jamais vraiment eu une carrière politique traditionnelle où il y avait un mouvement derrière lui. C'est quelqu'un qui pense qu'il peut un peu jouer avec les médias et utiliser les médias à son goût. Donc cette idée qu'il est toujours en train de tout gérer, tout est sous contrôle. Et d'être aussi justement dans tous les médias, et même plutôt les médias de droite et d'extrême droite. En témoigne par exemple le grand entretien qu'il avait donné à Valeurs Actuelles, qui avait beaucoup fait discuter. Une chose que vous notez aussi d'ailleurs pour terminer sur cette séquence médiatique, c'est la façon dont Fox News, alors je pense qu'il pourrait y avoir des exemples similaires à CNews, mais cadre l'information et la manipule, puisque un de ces journalistes qui témoigne anonymement vous raconte comment il est allé à Springfield après cette fameuse séquence de Donald Trump pendant le débat présidentiel qui explique que les immigrés mangent les chats et les chiens. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
And this is what's happening in our country. Et donc Fox News lui demande presque d'aller filmer des immigrés qui ont l'air très très dangereux à Springfield. Ouais. Et lui filme des images tout à fait classiques. Il filme des images d'une ville tout à fait apaisée et calme, ouais. Et plutôt des micro-trottoirs avec des gens qui lui disent qu'il n'y a aucun problème avec les immigrés et que tout va bien dans leur ville, qu'il n'y a pas d'insécurité, etc. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis il me raconte le lendemain, donc il fait son travail de journaliste, il reste anonyme dans le livre, et le lendemain, son producteur vient le voir et dit écoute, ce que tu as fait là sur le terrain, ça va pas du tout à New York, donc le studio de Fox News, ils sont pas du tout contents. Il faut qu'on montre la réalité qui est décrite par Donald Trump. Et le journaliste me raconte, en fait, ce qui est terrible, c'est que cette réalité n'existe pas. Enfin, je suis allé sur le terrain pour voir et ça n'existe pas, donc je sais pas ce que je peux faire. Et finalement, il filme des images d'un centre commercial où on voit des personnes non blanches, donc des Afro-Américains, donc peut-être est-ce que c'était des migrants haïtiens selon les spectateurs de Fox News, on ne sait pas. Donc il me raconte qu'il a un peu honte, mais il me raconte à quel point aussi les journalistes de Fox News vont arrêter de poser certaines questions parce qu'ils savent très bien que ça va se jamais repris. Oui. Donc en fait ça oriente même la façon de faire du journalisme. Quand vous savez très bien qu'à la fin de la journée on va jamais utiliser les citations ou les sonores en fait de gens qui critiquent les républicains. En fait, à quoi bon? Donc en fait, ça change la manière de faire le journalisme finalement sur le terrain. Et ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est qu'il vous dit aussi que, en fait, la plupart des journalistes qui bossent pour Fox News avec lui sont dépolitisés. En fait, sont même pas spécialement dans quelque chose de défendre les républicains, mais ils se disent voilà, j'ai un salaire et puis. Oui, c'est ce qu'il me raconte dans son bureau régional. Peut-être, je pense que les réponses seraient différentes à New York quand vous allez vraiment dans les bureaux des dirigeants de Fox News, mais en tout cas sur le terrain, tout à fait, dans son bureau régional, il y a pas beaucoup d'enthousiasme, on va dire, pour la ligne éditoriale de la chaîne. Alors, vous explorez aussi les stratégies de résistance de la gauche aux États-Unis et un peu la nouvelle génération de responsables politiques démocrates à l'image d'Alexandria Ocasio-Cortez, donc élue au Congrès, ou de Bernie Sanders. Les organisations aussi, comme les socialistes démocrates d'Amérique, qui ont connu une grande ascension après l'élection de Trump en 2016. Et vous vous demandez si le camp démocrate ne pourrait pas retrouver un nouveau souffle en reprenant les discours de Bernie Sanders, qui parle de working class, reconnaît la cruauté du monde tel qu'il est et redirige la colère vers le haut plutôt que vers le bas, en promettant des vraies améliorations dans la vie des gens. The working class of this country is angry, and they have a reason to be angry. We are living in an economy today, Donna, where the people on top are doing phenomenally well, while 60% of our people are living paycheck to paycheck. 25% of elderly people are trying to get by on $15,000 a year or less. We have the highest rate of childhood poverty of almost any major country on earth. Est-ce que vous avez un début de réponse à cette interrogation? Ce que je raconte dans le livre, c'est, donc vous l'avez très bien dit, donc DSA, organisation socialiste qui est proche de AOC, de Bernie Sanders. Ils arrivent à faire élire des élus de gauche dans des grandes villes. Donc j'interviewe Delia Ramirez, fille d'immigrés guatémaltèques à Chicago, qui est vraiment sur la ligne AOC, qui essaie de faire son mieux dans sa circo. Mais j'essaie aussi à un moment, je suis un candidat en Virginie occidentale qui essaie de faire campagne avec vraiment la ligne Bernie Sanders. Qu'est-ce qui se passe si je fais campagne? Donc là, c'est une élection au niveau de l'État, donc une élection pour la Chambre, l'équivalent de la Chambre des représentants au niveau de l'État en Virginie occidentale. Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais campagne avec une campagne à la Sanders dans une circo qui vote républicain pour Trump? Et qui vote vraiment pour Trump, à 70%. Donc, je suis la campagne de Troy Miller. Je raconte quelques jours que j'ai passé avec lui. Et on voit à quel point c'est difficile, c'est dur. Parce que tout de suite, le fait d'être associé avec le Parti démocrate aujourd'hui aux États-Unis, et surtout dans un État comme la Virginie occidentale, déjà, ça vous pénalise en fait. Dès qu'on apprend que vous êtes démocrate, on est un peu méfiant. C'est ce que j'ai vu sur le terrain. Ils discutent avec des gens, mais quand les gens apprennent qu'il est démocrate, ils se méfient plus. Et sur la réceptivité, justement, sur le discours?
Le discours de Troy, comme le discours de Troy Miller, comme le discours de Bernie Sanders, Troy c'est le candidat en Virginie occidentale, c'est de dire finalement, est-ce qu'on peut pas rassembler les gens autour de sujets universels qui nous concernent tous, sans faire des concessions sur les discours anti-immigrés de Trump, sans faire des concessions sur les déclarations anti-trans de Donald Trump. Qu'est-ce qui se passe si vraiment on se concentre sur ces questions sociales avec un message universaliste, où on va critiquer les ultra-riches? C'est ce qu'il essaye de faire, et puis malheureusement, ça, je dirais que ça n'a pas marché. Il a été battu lourdement aux élections. Donc, ce travail, en fait, de regagner la confiance des électeurs populaires, ce sera un travail de longue haleine. Et finalement, c'est ce que je dis dans le dernier chapitre en me concentrant sur le syndicalisme, c'est que, en fait, ce travail-là, c'est un travail qui se fait aussi en dehors des cycles électoraux. Je sais que c'est très simple de le dire comme ça, mais on va pas reconstruire la gauche en faisant des campagnes tous les 2 ans ou tous les 4 ans, malgré ce que certaines pensent. En fait, c'est un travail de fond où il faut retisser ces liens qui, au fil du temps, sont plus là. Et ça prend beaucoup de temps. Donc la campagne de Troy, peut-être dans 4 ans, ça va marcher, 8 ans, je ne sais pas. Et puis aussi, il faut juste le rappeler au passage qu'il est dans une circonscription qui est très, très républicain. Ouais. Donc peut-être dans une circo où les démocrates faisaient déjà des meilleurs scores, ça aurait été un peu plus serré. Mais en tout cas, et je fais très attention à ne pas donner de conseils. Moi, je suis plutôt dans l'observation. C'est mon rôle de journaliste. Je cite des gens, je discute avec des gens. Mais je me permets de le dire quand même que je pense qu'on est sur vraiment un travail de longue haleine. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Et d'ailleurs, justement, ce que vous notez, c'est qu'aux États-Unis, il y a quand même un obstacle qui est d'autant plus important pour les politiques qui s'opposent aux intérêts des grandes entreprises, c'est la place de l'argent. Vous racontez un déjeuner à Washington avec Alex Lawson, qui est directeur de Social Security Works, une organisation qui défend une augmentation des pensions de retraite. Et il vous dit ce que les Français percevraient comme de la corruption est tout simplement la base de la politique ici. Il fait un geste en direction de la sortie du restaurant et il dit, dans toutes ces maisons par là, derrière toi, il y a des lobbyistes qui travaillent. Les députés du Congrès, ils passent pour le déjeuner. Les lobbyistes leur font des chèques et en échange, ils leur demandent ceci ou cela. Ouais, oui, je pense que oui, c'est ça la politique aux États-Unis aujourd'hui. Je pense qu'on le dit pas assez. On peut discuter de lignes électorales, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner les élections, sur quel sujet il faudrait se concentrer, avec quel message. Ces questions sont importantes. Mais c'est ça, en fait, l'obstacle principal. C'est ce que dit Bernie Sanders aujourd'hui, par exemple, dans ses meetings qu'il fait avec AOC, Alexandria Ocasio-Cortez. Il critique l'autoritarisme de Trump et il critique l'oligarchie. Le fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les grandes entreprises ont la possibilité d'acheter de l'influence en embauchant des lobbyistes. Et j'ai regardé les chiffres hier. Meta, il me semble, parce qu'on parle notamment aujourd'hui de l'utilisation de données de Meta pour le développement de leur système d'intelligence artificielle. Meta, l'année dernière aux États-Unis, ils ont dépensé, il me semble, 24 millions de dollars sur le lobbying, avec plus de 60 lobbyistes. Donc en fait, la ville de Washington est remplie de lobbyistes. C'est pas, complotiste de le dire. Alex Lawson travaille avec des députés, des sénateurs démocrates, et tout à fait quelqu'un de très mainstream, mais c'est ça la vie politique américaine. Donc le lobbying prend une place très importante. Et puis il y a aussi la question du financement des campagnes, très rapidement, qui est très important de souligner aussi. Aux États-Unis, il y a plus de plafond sur les dépenses politiques depuis les années 70. Maintenant, depuis... Alors qu'en France, on a des procès sur les, sur les dépenses de campagne. Aux États-Unis, tout à fait. Sur les dépenses et puis aussi sur les dons. Depuis 2010, décision de la Cour suprême, Citizens United, cette décision, il y a quasiment plus de plafond sur les dons politique. C'est ce qui a permis à Elon Musk, par exemple, de faire campagne pour Donald Trump, finalement, de dépenser sa fortune. Donc, c'est ça la réalité de la vie politique. Et donc, quand vous êtes de la vraie gauche, donc je reprends l'exemple de Delia Ramirez, qui est sur la ligne aussi, au Congrès. Alexandria Ocasio-Cortez. Alexandria Ocasio-Cortez, vous faites bien de le rappeler. Donc, elle essaie de défendre une ligne en faveur de la redistribution, de s'attaquer aux inégalités. Et
elle a beaucoup de mal à financer sa vie, financer ses campagnes. Elle passe des heures entières, elle me raconte, à appeler des donateurs. Oui. Ce qui est quand même terrible pour un élu. Je veux dire, c'est quelque chose qui va au-delà des clivages politiques. Mais c'est ce qu'on voit beaucoup d'ailleurs dans les documentaires sur les campagnes aux États-Unis. C'est le temps qui est passé pour appeler, pour se lever des dons, etc., qui est un temps qui est pris sur le temps de campagne, le temps de conception d'un programme. Et ça, ce temps-là, il n'est pas volé, entre guillemets, aux responsables politiques en France, quoi. Ouais, non, mais je pense que c'est Alexandria Ocasio-Cortez qui en parle dans le documentaire Netflix, peut-être. Ouais, Knocking Down the House. Voilà, qui est un super documentaire et elle a un peu brisé le mur en fait de silence autour de cette question où elle dit attends, est-ce que c'est normal qu'une politicienne doit passer des heures à appeler des donateurs? Hi, Edmund. This is Amy Villela. Didn't know if you'd be able to help us out one last time. I'm not sure if I can. Did I catch you at a bad time? You know, even $50 would be absolutely amazing. Really not in a position to go much further, I'm afraid. I hate to take your time. Donc ça, c'est quand même un sacré obstacle qui va au-delà de juste des questions de stratégie, de ligne électorale. C'est en fait comment je vais faire pour financer ma campagne contre un candidat qui est sur une ligne beaucoup plus néolibérale, pro-business, qui, je sais très bien, qui va avoir des millions de dollars, des entreprises de la tech, des entreprises énergétiques, des assurances, etc. Ce sont des questions très, très concrètes. Donc ça aussi, c'est un obstacle très important pour la gauche. Alors, en conclusion de votre livre, vous faites référence au New Deal et à la nécessité d'avoir des avancées concrètes et rapidement visibles pour la population et pour faire reculer l'extrême droite. Vous écrivez « Les électeurs ont tendance à voter pour ceux qui défendent leurs intérêts les plus élémentaires. On ne devrait même pas avoir besoin de regarder les États-Unis pour le savoir. » Finalement, vous dites que vous ne voulez pas donner de conseils, mais d'après tout ce que vous avez observé, si vous deviez dire en quelques mots l'impression que vous avez, les enseignements que vous en avez tirés sur finalement comment est-ce que la France pourrait éviter de voir l'extrême droite arriver au pouvoir à moins de 2 ans des prochaines élections présidentielles, qu'est-ce que vous diriez ? Donc je vais répondre. C'est une très bonne question. Je pense, c'est pour ça que je parle beaucoup du syndicalisme dans le livre. J'ai un dernier chapitre très court sur le syndicalisme. Qui, pour moi, est un moyen, en fait, si la gauche a envie de retisser ses liens avec les classes populaires en dehors des grandes villes qui votaient historiquement à gauche. En fait, le syndicalisme permet de faire ça. Donc, ce travail de longue haleine que je disais. Mais au moment d'ailleurs des manifestations contre la réforme des retraites, il y avait eu un regain du syndicalisme en France. Et je pense que c'est une petite source d'espoir aux États-Unis en ce moment. On voit le début d'un renouveau du syndicalisme. En France, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces organisations syndicales qui finalement transmettent des messages politiques, transmettre des valeurs d'égalité, de justice sociale, d'antiracisme, finalement, à leurs adhérents, mais de manière très naturelle. En fait, quand quelqu'un qui vous défend tous les jours et quand quelqu'un qui vous ressemble, vous dites il faut pas voter pour l'extrême droite, parce qu'en fait, il veut supprimer les droits de telle ou telle personne de l'entreprise. En fait, c'est un message, vous êtes beaucoup plus enclin à écouter ce message de quelqu'un qui vous ressemble, qui vous écoute, qui vous défend, que d'un politicien que vous voyez à la télé, qui va dire... je sais pas, un socialiste ou un communiste ou même quelqu'un de la France insoumise qui va dire il faut pas voter pour l'extrême droite, mais parce que vous n'êtes pas en contact direct avec ces personnes. Donc le syndicalisme me paraît essentiel. Ça, c'est quelque chose. Vous rappelez d'ailleurs que pour le moment, c'est 10% de la population active en France qui est syndiquée. Comme aux États-Unis d'ailleurs, et on voit les gens syndiqués votent moins pour l'extrême droite. Ça, on le voit aux US et en France. Et c'est encore plus intéressant dans un contexte où les classes populaires, dans leur ensemble, votent de plus en plus à l'extrême droite. Donc, c'est un vrai rempart, je dirais, contre l'extrême droite, le syndicalisme. Ça, il faut pas l'oublier. Mais je vais répondre à la question. Je pense qu'il faut que la gauche, c'est très facile de le dire, hein, mais je pense qu'il faut que la gauche arrive à améliorer les conditions de vie des gens. En fait, c'est très banal, mais c'est ce qui a fait la force de la gauche aux États-Unis du Parti démocrate aux États-Unis pendant des décennies. Pourquoi on votait démocrate ? Parce qu'on savait très bien que c'était le parti de Franklin Roosevelt, du New Deal. C'était le parti qui défendait les parcs, qui a créé des parcs nationaux, le parti qui a créé la sécurité sociale, le parti qui a créé le SMIC, le parti qui nous défendait. Et quand les démocrates étaient au pouvoir, la vie allait mieux. C'est très banal ce que je dis, mais c'est important.
Et les démocrates, pendant longtemps, avaient cette image. C'est plus le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, on peut dire la même chose en France. Enfin, la gauche en France, on peut penser à l'époque du Front populaire, ou même début, je dirais, de la présidence Mitterrand, ou même au niveau local. Le Conseil national de la résistance aussi, qui avait justement permis l'adoption de la sécurité sociale. Parce que ce qui est terrible, c'est ce que je vois sur le terrain, c'est que les gens voient les partis de gauche comme des partis politiques comme les autres, qui parlent, qui ont beaucoup de paroles, qui disent beaucoup de choses, mais qui finalement ne changent pas la réalité concrète du quotidien. Et donc, comment est-ce que la gauche arrive à être dans une position de vraiment améliorer les choses? Voilà, c'est ça la question. C'est pour ça aussi que peut-être les élections municipales comptent aussi, parce qu'on sait, tenez, finalement, j'ai un maire qui fait du bon travail. Lui, il est communiste, socialiste, LFI, écolo. Finalement, il est pas si mal que ça. Il fait des vraies choses. Donc, je pense que avoir une gauche qui améliore les conditions de vie, c'est essentiel. C'est très simple ce que je dis, mais on a peut-être tendance on oublie parfois des choses très simples en politique. Et je pense que ça va faire du bien de le rappeler. Merci beaucoup, Cole Singler. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer dans la vie politique française et états-unienne. Je vous mets en description les liens de nombreux décryptages que nous avons réalisés avec Salomé Saké sur ce sujet. N'oubliez pas de partager et commenter cette vidéo pour qu'elle puisse toucher le plus grand nombre. C'est aussi comme cela que nous faisons connaître notre travail. Blast est un média indépendant qui n'existe que grâce à ses soutiens. Alors si vous le pouvez, abonnez-vous, faites un don ou devenez même sociétaire. Nous avons besoin de vous. Merci et à très vite sur Blast.